Bonjour à tous. L'Académie Jedi de Luke est enfin fondée et accueille ses premiers étudiants sur Yavin 4. Mais il semblerait qu'une présence rôde. Avec ses nouveaux apprentis et sur les conseils de Leia et Mon Mothma, Luke décide d'établir son Académie Jedi dans le grand temple Massassi de Yavin 4, celui-là même où l'Alliance avait établi ses quartiers jusqu'à la destruction de la première étoile de la mort. Après quelques réaménagements, l'ancienne base rebelle deviendra le Praxeum Jedi 11 ans plus tard. « 11 ans justement après la destruction de la première étoile noire, l'escadron Rogue est envoyé contre les Scélérats, un groupe de pirates mené par l'ex-Moff Leona Ta'Vira, dont nous aborderons l'histoire très bientôt. Au retour de leur mission, Corran découvre que sa femme Mirax s'est absentée, mais dans la nuit, il ressent comme une sorte d'appel dans ses rêves, et à son réveil, il éprouve une grande sensation de vide concernant sa femme. Comme si, en gros, il n'avait plus aucun lien affectif avec elle, que ça s'était évanoui. Quelques heures plus tard, il apprend qu'elle était en mission pour la Nouvelle République et qu'elle devait récupérer des informations sur les Scélérats. Corran et elle avaient parlé il y a quelques temps d'avoir des enfants et Corran avait dit vouloir attendre l'arrestation des Scélérats pour y penser. Et maintenant Corran se sent un petit peu coupable, il se dit que s'il n'avait pas posé cette limite ou cette condition, eh ben elle aurait sans doute pas essayé d'accélérer leur chute et serait toujours avec lui. Corran va d'ailleurs demander à ce que la mission de Mirax lui soit communiquée, bien qu'il s'agisse de dossiers classés secret défense, et toutes les faveurs politiques qu'on lui doit ne lui permettent pas d'avoir accès à quoi que ce soit. Néanmoins, Han Solo va lui suggérer d'en parler à Luke Skywalker. Lui va supposer que la disparition des liens affectifs de Corran pour Mirax ne sont qu'une manifestation de la Force, un genre de système de défense, mais que cela ne sera que de courte durée. Autre suggestion plus problématique, il est très possible que cette défense soit instinctive et qu'elle se soit manifestée parce qu'une personne sensible à la Force a tenté d'utiliser le lien entre Corran et Mirax pour atteindre Corran, comme s'il avait volontairement coupé une communication qui était sur écoute. Finalement, Luke va lui suggérer de venir sur Yavin 4 pour s'entraîner et maîtriser ses capacités de Jedi afin de retrouver Mirax. Corran hésite, il estime que ça lui prendra trop de temps, mais finalement après avoir revu l'holo-message de son père expliquant son héritage Jedi et à quel point il était fier de lui, Corran accepte et se rend à l'Académie Jedi. Toutefois, sur les conseils de Luke, il va se laisser pousser la barbe et va se teindre les cheveux. Et enfin, il va se présenter sous le nom de Keran Alcyon, qui est le nom de son ancêtre. Corran fut l'un des premiers étudiants à se rendre sur Yavin 4 avec Kam Seluzar et Brakis, un ancien espion impérial ayant renoncé au côté obscur. Luke souhaita qu'ils soient tous les trois présents avant les autres car ils avaient plus d'expérience avec la Force, l'ayant déjà utilisé consciemment ou inconsciemment. Et il souhaite qu'ils forment une sorte de noyau dur pour la nouvelle promotion de Jedi. Il va laisser le choix des chambres aux apprentis, chacun va être libre de son choix, et Corran va établir ses quartiers dans un renfoncement du hangar principal, comme guidé par la Force, avant que Luke ne lui révèle une inscription sur le mur gravée par 3 jeunes pilotes avant l'attaque sur l'étoile de la mort. L'Empire Unu, pas de compromis, Biggs, Wedge et Jake. Puis enfin, Gantoris et Stream arrivent avec quelques représentants de la Nouvelle République qui vont remettre le bâtiment en état, eau courante, électricité, etc., etc. Luke va s'absenter un moment pour enfin revenir avec Tion, une proche humaine qui avait été bercée par les récits de sa grand-mère autour des légendaires Jedi et qui avait décidé de se consacrer à leur histoire et d'en faire son activité principale. Luke allant même jusqu'à la présenter comme étant une historienne Jedi, bien qu'elle n'ait pas une très grande présence dans la Force. Elle a toutefois des connaissances qui font défaut à Luke et qui lui seront essentielles pour créer, on va dire, de toutes pièces son académie. D'autres étudiants vont se joindre au premier, parmi lesquels on peut citer le clone d'Orsk 80, qui vient d'un peuple estimant que leur patrimoine génétique est parfait et qui préfère se cloner plutôt que de se reproduire naturellement et de risquer de voir ce patrimoine génétique évoluer ou entaché par une mutation quelconque. Ensuite on a Kiranati, une sorcière de Dathomir du clan de la montagne qui chante, Kyle Katarn, qu'on connaît bien, qui après avoir succombé au côté obscur sur Dromund-Kaas, s'est dit qu'une petite formation ferait pas de mal. Tandis que sur Coruscant, Kip fait connaissance avec le monde réel avant de rejoindre l'Académie Jedi. En fait, il n'a connu que la servitude et le travail dans les mines depuis ses 8 ans, donc il s'est pas vraiment acclimaté au monde réel, et c'est un vrai renouveau pour lui. Il va d'ailleurs forger une très forte amitié avec Han Solo, et il est très conscient d'avoir une dette envers lui pour l'avoir libéré. Et quand Kip va annoncer à Han qu'il est prêt à rejoindre Luke, ça va attrister Han qui va se proposer quand même de le conduire lui-même jusqu'à Yavin 4.
Sauf que parallèlement à ces événements, Leia et Ackbar se sont crachés sur Vortex, tuant de nombreuses personnes et détruisant un monument, à tel point que Ackbar va décider de cesser toute activité au sein de la Nouvelle République et de s'exiler sur son monde natal, Mon Calamari. En route, il s'arrêtera pour rendre visite à Anakin Solo et à Winter sur Anoth, sachant qu'Anoth est une planète secrète dont l'emplacement n'est connu que de lui et de Luke Skywalker. C'est-à-dire que même Han et Leia ne savent pas où est leur fils. Ayant reçu une formation imparfaite et ne sachant pas vraiment à quoi ressemble une vraie formation de Jedi, Luke va laisser libre cours à ses étudiants pour expérimenter la Force. Il va les envoyer assez régulièrement en exploration, 2 par 2 dans la jungle, afin d'être en contact avec la faune et la flore, et ainsi développer leurs sens. De nombreux exercices sont développés par les étudiants eux-mêmes, qui souhaitent approfondir certains domaines. Si cela convient à la plupart des apprentis qui progressent à leur rythme, ça va pas assez vite pour Gantoris. Dans sa tribu, il était le chef, il était très respecté, et à l'académie, il n'est rien de plus qu'un étudiant parmi les autres, et il a très envie de se démarquer. D'ailleurs, c'est de manière assez naturelle qu'une rivalité va naître entre Gantoris et Corran. Au cours d'une exploration de la jungle avec Strin, avec qui c'est lié d'amitié, ils trouvent et visitent un temple Massassi érigé au milieu d'un lac, et ils y ressentent une très grande puissance. Sans que Strin ne s'en rende compte, Gantoris va ramasser 3 cristaux qui sont tombés du plafond à ses pieds, comme poussés par une main invisible, parce que ces cristaux sont restés là pendant des milliers d'années, et pourquoi ils tomberaient maintenant? À leur retour, ils racontent leur découverte à Luke, ce qui va dire qu'effectivement il y a des choses extrêmement puissantes sur cette planète. L'apprentissage continue, et Corran découvre qu'il n'a pas la capacité de faire de la télékinésie, mais qu'il est capable de projeter des images dans l'esprit de ses camarades, ce qui est un don relativement puissant. Quelques temps plus tard, lors d'un entraînement à la lévitation, Gantoris va proposer à Luke un duel au sabre laser et exhibe sa toute nouvelle arme. Il l'avait construite seul en récupérant des pièces détachées ici et là dans les vieux ordinateurs laissés par la rébellion. Mais il avait suivi les instructions d'une créature issue du côté obscur, un esprit qui vivait sur Yavin 4. C'est cet esprit qui avait donné les cristaux à Gantoris. Alors Luke va accepter le duel parce qu'il ne connaît pas vraiment l'existence de cette créature-là, et il se dit que il pourra le temporiser un petit peu. Sauf que Gantoris va attaquer avec une énorme férocité, et finalement Luke va être obligé d'essayer de le distraire pour pouvoir le désarmer. Alors, heureusement, tout le monde s'en sort indemne, mais l'inquiétude de Luke demeure parce que Gantoris va lui révéler qu'il n'est pas le seul sur Yavin 4 à pouvoir lui apprendre les secrets de la Force, notamment que ce sabre laser-là, c'est un sabre à double phase qui est une arme extrêmement technique, donc vraiment pas à la portée d'un novice. On retrouve l'amiral Daala qui a eu le temps de faire le point sur la situation galactique. Elle souhaite pas vraiment rallier un camp spécifique, que ce soit les seigneurs impériaux de l'Empire ou la Nouvelle République, de toute façon elle est clairement pro-Empire, mais elle va donc décider de mettre les bâtons dans les roues de la Nouvelle République toute seule. Alors qu'elle s'apprête à se lancer dans des opérations de guérilla, elle va intercepter une corvette qui livre du matériel sur Dantooine. En inspectant la cargaison, elle considère qu'il s'agit là de matériel ayant pour but d'installer une base militaire, et elle va envoyer des AT-AT détruire la base avec une cruauté sans pareil. Le soir même du duel contre Luke, Gantoris attend patiemment dans sa chambre que l'esprit se montre enfin pour l'affronter. Il sait qu'il est maléfique et que c'est l'homme en noir de ses visions, celui qui le mènera à sa perte. Quand le spectre arrive, il lui montre ce qui est arrivé à son peuple qui s'est établi sur Dantooine. L'image la plus forte est celle de Wharton, son meilleur ami, qui se fait écraser par le pied d'un AT-AT. Pas par accident, c'était clairement volontaire, et fou de colère, il va se précipiter sur l'ombre. Dans le même temps, Luke a une vision d'Anakin, plutôt de l'esprit se faisant passer pour Anakin et invitant Luke à embrasser les ténèbres. Luke réalise bien évidemment que celui qu'il a en face de lui n'est clairement pas son père, jamais il lui dirait de rejoindre les ténèbres, et il se met à cauchemarder d'une longue chute sans fin qui va se terminer quand Luke va tout simplement le réveiller, lui indiquant qu'une communication de Han Solo est entrante. Han explique à Luke que Kip est prêt à rejoindre l'académie, alors Luke il est plutôt content d'apprendre ça, sauf qu'à ce moment-là, Dorsk 80 vient le chercher et ensemble ils se rendent à la chambre de Gantoris. Les autres étudiants sont déjà là, rameutés un petit peu par le vacarme, et Luke découvre le corps de son apprenti complètement carbonisé, comme s'il avait brûlé de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi, n'hésitez pas si elle vous a plu à mettre un pouce bleu et un commentaire pour aider au référencement de cette vidéo. Vous pouvez également aller faire un tour sur les pages Tipeee et Utip de l'émission pour pouvoir m'aider à soutenir la chaîne tout simplement, soit en regardant une publicité, soit directement en faisant un don. Merci d'ailleurs aux tipeurs et aux utipeurs qui participent chaque mois au financement de la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette histoire. Ciao!